Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et le face-à-face, comme chaque vendredi, Éric Nolot, Guillaume Bigot. Rebonjour à tous les deux. Rebonjour. On va parler dans un instant parce que vous allez aux universités d'été, mais pas les mêmes. Hein. Vous étiez, Guillaume Bigot, la semaine dernière chez Michel Onfray. Et vous, Éric Nolot, vous serez chez Éric Zemmour ce week-end. Ça fait beaucoup causer d'ailleurs. On va en dire un mot dans un instant. Avant ça, quand même, avec la disparition de la reine Elisabeth, forcément, il y a énormément de symboles qui reviennent. Et puis, il y a toujours ce parallèle entre une monarchie et la République, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Éric Nolot? D'abord, les Anglais qui nous donnaient la sensation de l'éternité, c'était les Rolling Stones et la reine d'Angleterre. Ouais. Il ne reste plus que les Rolling Stones. Vrai, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, il y a une émotion énorme en Angleterre, mais il y a une grande émotion aussi en France, parce que ça atteste un peu de la schizophrénie française, où nous sommes très attachés à la République, mais aussi très attachés et très fascinés par la monarchie. C'est pas si vieux que ça, la monarchie en France, en fait, et ça reste cette fascination. Nous élisons un monarque républicain, et puis les Anglais nous ont fourni le plus grand feuilleton de télé-réalité qu'on ait vu vraiment, et qu'on verra avant longtemps. Et nous sommes, comme un symbole, Lady Diana est venue mourir à Paris. Et il y a cette fascination de la France. Et moi, cette fascination, elle s'exerce sur moi de manière oblique, parce que moi, par exemple, je suis opposé à l'élection du président de la République au suffrage universel. Je voudrais un président au-dessus des partis, un peu comme un monarque qui n'est pas en charge des affaires courantes, mais qui est une sorte d'autorité morale en surplomb. Ça, je trouve, c'est un des avantages que je trouve à la monarchie, mais je ne suis pas royaliste pour autant, je veux rester en République, mais avec un président avec un rôle différent. Oui, parce que c'est ce fameux, cette unité, cette garantie d'une certaine unité avec un monarque, Guillaume Bigot. C'est-à-dire que le monarque, c'est l'incarnation de chair et de sang de cette unité. Ouais. Mais en réalité, cette unité, dans la République, tant que la République était française, il y avait cette unité. La patrie, c'est sacré. C'est la terre léguée par nos pères et qu'on va léguer à nos enfants. D'ailleurs, la patrie peut assimiler, bien sûr, elle peut être ouverte, c'est pas le sujet. Et donc, en fait, cette question, pendant plus d'un siècle, il y a eu un combat, qu'on peut décrire très simplement, entre l'idée de la démocratie républicaine, c'est-à-dire le fait de donner le pouvoir au peuple et que le peuple soit le souverain à la place du souverain. Ça, la Révolution française, c'est un mythe extrêmement puissant, et dans le monde entier d'ailleurs. Et peut-être c'est un mythe qui remonte bien avant, vous savez, c'est Spartacus, c'est vraiment l'esclave qui brise ses chaînes. Donc ce mythe-là, ce mythe-là, il a été opposé pendant un siècle au mythe d'un pouvoir exécutif fort. Et Bonaparte d'abord, puis Charles de Gaulle ensuite, Napoléon III, un succès d'année, le neveu de l'oncle, comme dirait l'autre, ont opéré cette synthèse entre l'idée républicaine démocratique et le fait d'avoir un pouvoir exécutif fort. Parce que pendant un siècle, ça a été la délibération, ça a été le Parlement. La chanson que nous chante encore M. Mélenchon, c'est-à-dire on bavasse sans arrêt. Alors évidemment, l'avantage de la Grande-Bretagne, c'est qu'elle se tait, ou il demain se tait, ne dit rien, donc ça symbolise davantage l'unité, mais l'idée que le roi soit élu par le peuple, finalement, on boucle un peu la boucle de notre histoire à nous, Français, parce qu'au départ, je finis là, Hugues Capet était élu par les ducs de France, il était élu, on disait primus inter pares, c'est-à-dire le premier entre des égaux. Mais comme la France est aussi le pays des Francs, c'est-à-dire des hommes libres, eh bien, contrairement aux Anglais, nous ne sommes pas dominés et nous élisons notre roi, qui est le président de la République. Évidemment, si le président de la République ne se sent plus français, s'il proclame la souveraineté européenne, ça pose évidemment un énorme problème de légitimité. Mais pour certains, sur les réseaux sociaux ce matin, on le voit, la reine d'Angleterre aussi symbolise et représente tout ce que aujourd'hui on remet en cause et avec justesse, parfois sur la colonisation, sur un certain nombre de choses, quoi. Éric Nolot, non ? Non, mais évidemment que sous le coup de l'émotion, on a un peu tendance à idéaliser la royauté anglaise. Si on commence à fouiller, on ne va pas seulement trouver ce que vous venez de dire. C'est vrai que rien que les frasques de la famille royale, c'est pas toujours très glorieux. Non. Hier même, il y a eu des dissensions alors que elle était mourante et peut-être déjà morte. Il y avait déjà des dissensions au sein de la famille. Tout ça n'est pas très glorieux. Mais vous savez, le sociologue Zygmunt Bauman a forgé le concept de vie liquide. On vit, nous éprouvons des vies de plus en plus liquides, des sociétés de plus en plus liquides, un monde de
de plus en plus liquide. Et dans la figure de la reine d'Angleterre, il y avait quelque chose de solide. Il y avait l'incarnation d'une permanence. Et vous voyez que la succession qui est prévue de longue date fait qu'il y a une continuité. Et c'était un peu rassurant. C'est peut-être rassurant de manière factice, mais il y avait un roc au milieu de cet écoulement liquide, avec quoi se confondent nos existences. Guillaume Bigot, parfaitement raison. C'est la phrase de Hegel, il n'y a pas de grand homme pour son majordome. Donc tous les personnages ont des côtés absolument petits, mesquins, nuls. Voilà, si vous regardez dans le cabinet, dans un cabinet de toilette, ça va pas aller. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il y avait cette volonté de la reine d'Angleterre de ne rien laisser paraître. Et donc elle n'est que la façade publique. Elle n'est que sa fonction. Ce qu'elle est, elle, on s'en fiche complètement. Et d'ailleurs, elle prend garde à le cacher ce que je disais par rapport... alors, on a parlé des frasques, mais on a parlé de la colonisation tous ces temps. On y revient peut-être, mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de religion sans tabernacle. Voilà, c'est très important. Donc, il ne faut pas tout voir. Et d'ailleurs, le pouvoir, il faut qu'il soit symbolique. Et moins il parle, plus il est à distance, et plus il est symboliquement irréprochable, évidemment. Maintenant, la colonisation. Je pense qu'il y a une confusion forte entre la colonisation de cadre et la colonisation de peuplement. Pourquoi la colonisation est un traumatisme dans notre inconscient national ? Bien sûr, en raison de l'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, c'est une colonie très différente de les autres. En Algérie, on a déplacé des millions d'Européens et ils ont dit « c'est chez nous ». Exactement comme les millions d'Européens ont été déplacés en Afrique du Sud et ils ont dit « c'est chez nous ». Oui, mais donc, avec les Britanniques aussi, il y a eu quand même beaucoup de choses. Non, les Britanniques, alors attendez, ça a été une colonisation de cadre. Donc il y a eu très peu d'Européens qui se sont déplacés. Et je vous signale, en France, on garde d'excellentes relations avec le Maroc. Il y a au Maroc des statuts de Lyautey. Et le Maroc et la France sont des pays amis. Vous voyez, nous, quand on a colonisation, on pense à l'Algérie. Alors il y a eu une décolonisation extrêmement violente en Angleterre, de l'Empire britannique. Par exemple, la partition de l'Inde, qui était un carnage, même comparé à la guerre d'Algérie. Mais ce carnage, c'était entre populations locales. C'est précisément parce que l'Empire s'est retiré. C'était avec des divisions, effectivement, et puis des soutiens. Mais la colonisation n'a pas laissé de mauvais souvenirs, ni en Angleterre, ni chez nous. Elle a laissé de mauvais souvenirs avec la colonisation de peuplement et avec cette déchirure qui a été la guerre d'Algérie. Mais même de ce point de vue-là, le bilan est mitigé, parce qu'elle était, c'est notoire qu'elle était, la reine Elisabeth II était horrifiée par l'apartheid. En Afrique du Sud, elle était très anti-apartheid. Donc tout ça, évidemment, on voudrait que ça soit noir, blanc, et en réalité, dans tous les domaines, à la reine d'Angleterre, comme nous tous, comme tous nos présidents, ben voilà, il y a du blanc et il y a du noir. L'idée coloniale a été antiraciste. Oui, d'un mot aussi, je parlais sur ces universités d'été. Pourquoi vous allez aux universités d'été d'Éric Zemmour ce week-end dans le Var ? D'abord parce qu'on m'y a invité. Oui, première chose. Oui, je ne vais pas où je ne suis pas invité. Et on ne vous a pas invité à la fête de l'UMA ? Non, bizarrement, on ne m'a pas invité à la fête de l'UMA. Ensuite, c'est une tradition d'inviter des personnalités extérieures. Rachida Dati est allée chez les Insoumis. Je ne crois pas qu'elle est encartée. Ou alors vous avez une information qui date de ce matin. Je ne pense pas qu'elle soit encartée. Mais je constate, pas à ma grande surprise, parce que c'est assez attendu, que ça ne pose aucun problème, sauf... dans mon cas. En plus, écoutez, mon amitié avec Éric Zemmour est notoire, mais mes différends idéologiques avec Éric Zemmour ne le sont pas moins. Vous allez le dire de nouveau, sur scène là-bas. Je vais le dire aussi, ce qui n'empêche pas que c'est aussi le cas avec Michel Onfray. Il y a parfois des points d'accord. Il y a notamment une inquiétude existentielle sur ce que devient la France. Ça ne correspond pas exactement au même diagnostic. On ne propose pas exactement les mêmes remèdes. Mais il y a cette inquiétude qui est commune. Mais écoutez, mes sujets de différends et de divergence avec Éric Zemmour, la liste est longue comme le bras. Ça fait 15 ans que nous en débattons. Oui. Bon, et vous étiez, Guillaume Bigot, j'étais invité aussi par Éric Zemmour et je pouvais, pour des raisons professionnelles, pas y aller. Ah, vous auriez pu aller sinon. Oui, pour la alors que vous étiez avec Michel Onfray le week-end dernier. Pour qu'Éric Nolot, parce que je suis pas complètement d'accord avec Éric Zemmour, mais il y a un immense talent, il y a des gens de grande qualité, et c'est fondamental, c'est le cœur de la démocratie, la dispute, la polémique, c'est le cœur de la démocratie. Onfray et Zemmour peuvent se rapprocher, vous qui étiez justement, il peut y avoir un trait d'union. Ah, la question piège. Oui, alors je pense souverainiste. Il peut se marcher sur les pieds surtout. Ça, c'est une interprétation peut-être au service du pouvoir actuel, mais je pense qu'en fait, la question dans un rapprochement politique, c'est au profit de qui ? Voilà. Mitterrand voulait se rapprocher du Parti communiste, ça a été plutôt au profit de Mitterrand. On va peut-être en débattre, peut-être la semaine prochaine. On verra justement après ces universités d'été. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin et puis André Berkoff, évidemment.